Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit Quentin Rouskov Domingos. Et ouais, un compatriote. Vous le connaissez forcément, c'est monsieur un round, un KO. Il sait pas, il connaît pas le deuxième round, sauf contre une légende, contre monsieur Bigfoot. Bigfoot, exact. Où il a gagné le deuxième round. T'as pris un peu de temps, tu t'es dit, vas-y. Ça va, ça reste début de deuxième. Ouais. Hein. C'est une légende, tu t'es dit, vas-y, je vais le garder un peu avec lui celui-là. Sur le Sherdog, c'est pas mal. Alors, il a commencé par le pied-point jusqu'à l'âge de 16 ans, en amateur. Ouais. Après, tu as enchaîné un peu de lutte à l'âge de 21 ans. De là, tu es passé au MMA, MMA Factory. Et au bout de quelques mois, il s'est dit, allez, c'est bon, je suis prêt, on y va, on rentre dans le game, combat professionnel, direct. C'est ça, au GFA, ouais, Au GFA. Ouais. Donc là, c'est 7-2. Actuellement, c'est 2, exactement. Ouais. Et 2, en plus, c'est même pas des vraies défaites. Ouais. Si, même si contre Damien, on va quand même lui accorder, il faut quand même être honnête. C'est victoire méritée pour lui, mais c'est docteur stoppage. Ouais. J'avais l'œil ouvert et je voyais plus. Donc, et l'autre, c'est au KSW, premier combat. Déchirure adducteur, je m'en souviendrai quand même. Mais bon, ça t'a permis derrière de combattre dans d'autres organes. Ouais, c'est ça. T'as combattu partout. J'ai eu un an de convalescence et mon combat de reprise, c'était Bigfoot. Donc, quand même, hein. C'est pas rien. Je suis bien préparé. Ça fait plaisir quand même quand c'est comme ça. Donc tu combats un peu partout. Et en plus, dernièrement, tu t'es dit quoi? Ça ne me suffit pas, le MMA. Le K1, j'ai fait aussi. Tu t'es mis au bar de cup. C'est ça. Tout simplement. Et comme tu sais pas faire autrement, c'est un combat, un round, une victoire. C'est ça. Logique. Que du KO. C'est ce que je cherche à chaque fois. Hein. Tu as fini par Ibra là, il n'y a pas très longtemps aussi, chez Ibra. Ouais, ça fait une minute, ça dure 1 minute 30. Voilà, une 30. On reste dans la lancée. T'es en retard, c'est simple, tu vois pas. On va revenir dessus juste après, mais avant tout, on voudrait simplement féliciter quelqu'un que tu connais très très bien, qui est aussi au BTT. Ouais, Benoît. Benoît Saint-Denis. Grosse victoire, ça a dû lui faire du bien au moral, je pense, après le short notice qu'il avait pris. Il a fait une sacrée guerre, mais là, soumission comme ça. Normal. Vite fait, bien fait. Deuxième round, hop. Ça va. Lui, c'est plus deuxième, lui, mais en tout cas, c'est bien. Pour le moral, ça a dû lui faire beaucoup de bien. Il te met la pression, là. Il te dit, toi, c'est plutôt deuxième. Mais bon, aujourd'hui, on te reçoit surtout pour parler de ton style. Ouais. Car tu as un style. Ils n'ont pas que vestimentaire, pas que les tatouages. Non, il y a autre chose derrière ça. Et donc, on va essayer d'analyser un peu le côté du monsieur un round KO illico. Alors, si je te dis que ton style, c'est la bagarre, qu'est-ce que tu me réponds? C'est ce que je cherche, c'est ce que j'aime le plus du moins. Donc forcément. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la bagarre, qu'est-ce que tu peux leur dire? C'est quoi pour toi faire la bagarre? Même si c'est plus complexe que ça, on va analyser un peu quand même. Je pars du principe où il est en face, je suis en face, et ce sera lui ou c'est moi qui tombe, t'as vu. Mais donc ça veut dire t'envoies, j'envoie. Il n'y a pas de marche arrière, c'est que de la marche avant et il y en a forcément un de nous deux qui va tomber. En poids lourd en plus ça tape, donc ça tape. C'est ce que j'aime en tout cas. Alors toi tu viens quand même du point-pied, mais aujourd'hui on ne le retrouve pas forcément dans tes combats. Ouais, j'ai plus trop une morphologie à être un gars de K1. Du coup j'étais parti plus vers la lutte où je suis plus à l'aise avec le corps à corps, j'ai quand même des segments assez courts. Et en poids lourd je reste un petit trapu assez lourd, donc c'est mieux pour moi de coller mes adversaires que de... Il suffit qu'ils me gardent à distance comme Damien, t'as vu. Qui faisait des petits low kicks, que tu commences enfin à bloquer. Ouais. J'ai bloqué mon premier en 8 combats ou 9 combats là, donc c'est un début. Ça commence et tu chopes aussi les jambes, maintenant qu'il arrive. Bah, j'utilise un peu plus la lutte vu que les gens savent que avec la droite je les assomme, donc il faut que je change un peu le truc. Ça descend direct. Hein. Et t'as pas que ça d'ailleurs, parce que j'ai vu des coups de genoux aussi qui passent maintenant. Ouais, bah avec mes oncles, avec le pied-point, on bosse ça. J'ai des genoux qui tapent assez fort, même que ce soit avec les jambes, je tape fort aussi, mais petit à petit, on va les placer. Tu frappes fort tout court. Ouais. Même avec les doigts, il frappe fort. Moi, je vous le dis. donc aujourd'hui, tu es plutôt. Est-ce que tu es plutôt un contreur? Ou est-ce que tu es plutôt un mec qui va chercher à contrôler, à réduire la distance pour venir chercher la mi-distance? Bah là, en vue du dernier combat, j'ai plus cherché, j'ai essayé de le bloquer vraiment, pas pour dire de le taper avec mes poings, c'était plus vraiment pour partir en lutte et remonter en gréco contre la cage. La fameuse. Et après, au début, je l'ai saisi, je l'ai soulevé, je voulais le slammer, mais comme j'ai senti une petite douleur au genou, je dis je vais rester calme, je ne vais pas commencer, on ne sait jamais, je me blesse, donc j'ai rentré les genoux, j'ai rentré mon bras, les genoux. Et toi, tu sais ce que c'est de se blesser? Tu l'as vécu ouais, j'ai pas envie de reproduire ça, donc j'ai assuré le coup, je l'ai bloqué et j'ai bien poussé sa tête pour laisser le champ libre au plexus et après j'ai tapé plexus tête. Est-ce que tu changes de style selon la fédé, l'organisation où tu te trouves? Est-ce que par exemple lorsque tu es au KSW, c'est la même façon de combattre lorsque tu es par exemple au 100% Fight ou dans une autre orga? Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a vraiment une différence de style selon les pays, les combattants? Bah après c'est sûr je m'adapte au
combattant, tu vois. J'ai toujours le game plan en place, mais après, je connais mes aptitudes, tu vois. Mais là, ce qu'il y a, c'est que quasi tous mes combats, les gens m'ont vu que en striking, où je tapais les gars, où je les assommais. Bah, maintenant, les gens, ils se préparent justement à ça, donc je vais... Mais t'es pas qu'un striker. Je suis pas... ouais, au contraire, je suis plus l'inverse, donc je vais essayer de varier plus mon jeu pour dire de les déstabiliser et faire ce que j'aime le plus, c'est lutter à la base. Moi, c'est vraiment le sport dans lequel je suis tombé amoureux, donc... Mais t'es un vrai lutteur. T'es un vrai lutteur. J'ai jamais foulé de tapis des tapis de lutte, donc je peux pas trop dire que je suis un vrai lutteur, dans la cage, on voit quand même... Mais je préfère coller comme un lutteur, tu vois. Est-ce que... Parce que tu nous dis, ouais, j'ai des petits segments. Donc, en clair, grosso modo, tu considères que tu as des petits bras en termes d'allonge. Est-ce que ça se travaille pas aussi? Parce que la technique de la boxe anglaise te permettrait peut-être d'avoir une meilleure allonge. Les bras ne vont pas pousser, ça on est d'accord. Ouais. Mais sur le timing. Disons qu'en fait, avec ma morphologie, que je travaille ou non, je ne sais pas tendre mon bras plus, tu as vu, il reste bloqué. Du coup, je dois à chaque fois faire des petits pas de côté, tu sais, rentrer. Ouais. Mais après, je reste pas un gars d'anglaise, tu as vu. Moi, si je dois rentrer dedans, je vais pas taper des côtés, je vais aller tout droit. Tu vas foncer sur le mec et... Après, ça va, pour l'instant, j'ai une nuque solide et une bouche solide, mais c'est sûr que je le travaille forcément, hein, mais on ne verra jamais faire des pas de côté comme des Joshua ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, après, mais je le travaille, mais je le travaille quand même, c'est obligatoire. Ouais. Après, tu es très massif. Ouais. Ceux qui ne le voient pas, voilà, moi je vous dis, il est très massif. Tu es vraiment très dur. Forcément, ça consomme beaucoup d'énergie. Ouais. C'est très énergivore. Comment ça tu le gères? C'est-à-dire que quand tu es en combat, forcément, lorsque tu as une garde haute, c'est à distance de ton adversaire. Tu es obligé de monter la garde, donc ça va te congestionner, ça te bouffer beaucoup d'énergie. Donc qu'est-ce que tu fais pour remédier à ça? Si tu veux, moi j'ai appris à avoir mes phases de récup. Quand je suis un peu trop loin, je sais qu'il ne va pas me toucher, je vais baisser la garde là. Mes épaules vont être détendues. Mais ce qui était le plus dur, c'était d'apprendre le cardio respiratoire, le cardio musculaire. Et le plus dur à travailler actuellement, c'est le cardio musculaire. Parce que dès que tu rentres dans des phases de lutte, tu le soulèves. Moi, j'ai un style un peu où je vais le claquer dans tous les sens, je vais envoyer fort. Forcément, mes épaules, elles pompent, les jambes aussi. Donc, avec les préparateurs, je bosse beaucoup sur ça pour dire d'être le plus endurant possible et surtout avoir mes phases de récup. Une question toute bête. Qui n'est peut-être pas d'ailleurs. Si on prend par exemple, je vais prendre un exemple. Tu as Joshua, qui on va comparer un peu à toi, qui est très musclé, etc. Et il a combattu contre Ruiz à l'époque. Ruiz a gagné. Ouais. Donc est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce serait peut-être pas avantageux pour toi de perdre un peu en muscle et toujours garder cette force-là et pour justement moins congestionner et pouvoir travailler peut-être de façon différente? J'essaye, en fait, la muscu en elle-même, j'en fais quasi jamais. Tu vois. Je fais plus des circuits pour travailler mon endurance musculaire. Après, quand j'étais beaucoup moins gros, j'avais déjà la même génétique. C'est-à-dire que quand j'ai pris, j'ai juste regrossi sur ma génétique. Donc je suis comme ça, donc je suis travaillé comme ça, mais après même je vais arrêter pendant un an la muscu, je vais rester massif. Tu vas garder ce truc-là. Donc j'adapte la prépa physique et après de temps en temps je mets cycle de force, mais après c'est ma morpho qui est comme ça. Donc tu le sais, tu sais que tu es comme ça, donc voilà. Est-ce que donc en sachant ça, est-ce que tu t'adaptes à tes adversaires? C'est-à-dire que tu prendras peut-être pas, on parle dans l'absolu, hein, tu prendras peut-être pas un Gane, parce que tu te dis ouais, ce type de combattant va peut-être être trop gênant me concernant, ou alors j'ai encore besoin de progresser encore un peu parce que tu es jeune, tu es beaucoup plus jeune que Cyril, tu as 27 ans. 27, donc, exactement. 27 ans, t'as un bébé entre guillemets encore, tu as vraiment une marge de progression qui est encore énorme, surtout chez les lourds, c'est encore énorme. Si on compare, donc tu te dis ouais, j'ai encore le temps de progresser, donc ce type de combattant très mobile, je vais peut-être attendre encore un peu, ou simplement parce que moi je veux la guerre, donc je veux pas ce type de combattant parce que je suis peut-être un fonceur, j'ai envie que ça dure, que ça dure pas le combat. C'est vrai que les profils comme Cyril, c'est, je veux dire, de façon crue, c'est chiant à boxer, tu vois, parce que ça bouge beaucoup, ça rentre pas trop dans la bagarre. Et dans l'immédiat, les fights que je veux, c'est vraiment, je me tape avec les mecs. Après, peut-être sur la durée, je voudrais plus élargir mon jeu et prendre des gars un peu dans ce style-là. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai encore des lacunes. Donc prendre des gars du niveau, par exemple, à Cyril, sur le fight IQ, comme ils disent là. Ça va être trop compliqué parce que moi, je me suis entraîné 4-5 mois à MMA, je suis parti combattant pro. Donc j'ai encore une grosse marge de progression à avoir. Tu sais, j'ai des grosses aptitudes physiques, mais... Oui, c'est déjà, t'as ça déjà inné chez toi. Justement, si on va comparer ton physique à quelqu'un d'autre, on prend de façon exprès des gens qui sont médiatiquement connus, que tout le monde connaît, d'accord? Prenons Ngannou. Ngannou, ouais. Si on prend Francis, on voit concrètement gros gabarit, très musclé, très fort, etc. Très gros puncher, c'est monsieur aussi qui couche ses adversaires.
On a vu par exemple contre Cyril, il a changé de style. Il est parti chez Extrême, il a travaillé la lutte, donc voilà, comme tu disais tout à l'heure. Donc est-ce que tu pourrais aussi aller un peu plus dans la lutte à la Francis, c'est-à-dire vraiment aller chercher plus ce côté-là et finir en grand pound, faire des dégâts chez ton adversaire? Ouais, après, je pense que comme Francis, lui, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Ouais, 35 ans, Francis. Ouais, donc après moi, quand j'aurai ma marge de progression, prendre des gars comme Cyril Oké, tu vois, même si il est méga chaud. Non, mais il fallait pas safe forcément. Ouais, on parle du mais style. dans le style en lui-même. Mais c'est vrai que dans les médias, comme je disais, j'aime bien les gars bagarreurs. Donc et ça me va avec mon style. Mais après, quand j'aurai atteint une bonne marge de progression, que je me sentirai à l'aise à prendre des gars qui bougent beaucoup, ouais, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, c'est vrai que je préfère me taper avec des gars durs. Après, pour revenir à ce que tu viens de dire, tu es quand même monsieur main card. C'est-à-dire que depuis le début, tu tapes que des gars, que de main card. C'est-à-dire que tu es vraiment sur le top du top. Voilà, c'est-à-dire que malgré entre guillemets que tu as besoin de progresser, ce qui est normal à 27 ans, mais tu es déjà très très haut finalement. Déjà, tu tapes à chaque fois, tu es main event, comme main event, tu es quand même, voilà. Donc, je dis ça, en fait, je prends ça comme des challenges parce que j'arrive pas vraiment à me situer où j'en suis par rapport à mes adversaires. Tu sais, j'essaie toujours de prendre des gars qui sont plus ou moins de mon niveau. Comme Bigfoot, c'était mon premier gros challenge. J'ai vu que ça a été, j'ai vu ce qui allait pas, donc je l'ai bossé en entraînement. Mais j'ai besoin de me tester quand même, tu vois. Au début, tu fais un plan de carrière, tu prends des gars un peu moyens, un peu moins forts, ou tu sais pas trop. Mais sur la durée, j'ai envie de prendre des gars qui, pour moi, à mon sens, tiennent la route. Après, on voit comment ça se passe en combat, tu vois. Ouais. Comme tu dis, quand tu aimes souvent à répéter, tu prends pas des pipes, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, c'est bien, tu vois, tu te fais la main, mais... Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ça. Il faut que tu progresses aussi, quoi. Ouais, j'ai besoin de prendre des gars solides pour prendre mon expérience, tu vois. C'est pas avec un boulanger que je vais progresser. C'est jamais, ça se trouve, il y a des boulangers qui sont balèzes. Hein. Donc là, grosso modo, le plan de carrière il est un peu établi. Tu es super bien managé. Ouais, tu as Guillaume Plétier. T'as Guillaume Plétier, donc c'est... Voilà. On est super bien. La BTT, hein, vraiment du très haut niveau. Tu es dans plusieurs orgas, c'est-à-dire que tu es à KSW, mais tu n'as pas un contrat d'exclusivité, c'est-à-dire que tu peux combattre ailleurs. Bah là, le contrat, il s'est fini il n'y a pas longtemps avec le KSW, et pour la petite anecdote, ils me doivent encore 3 combats. Donc si je veux, je peux les prendre en justice, et ils me devront 3 combats. D'accord. Mais le contrat est terminé, donc ça va, mais sinon, ils m'autorisaient à combattre ailleurs, tu vois. D'ailleurs, et c'est jusqu'à la fin, parce que je vais vous dire, monsieur va peut-être signer, selon moi, peut-être à l'ARES, mais bon, on en discute à la fin du truc. Mais ouais, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu es libre, tu peux aller combattre dans d'autres orgas. C'est ça que j'aime bien, c'est que je peux aller à gauche, à droite, je vais aller en bark knuckle, je vais aller en MMA, tu vois, je vais où je veux, tu vois. T'étais chez Ibra justement. Ouais, c'est ça, pour mon combat de reprise depuis Bigfoot. Bah, ça s'est décidé pendant, je crois, Guillaume, il y a eu 3 semaines ou 2 semaines et demie pour faire une fight card. Il m'a dit, je te mets dessus vu que c'est à côté de chez toi. Tu peux rappeler le temps? T'as eu 3 semaines, 3 semaines et demie. Guillaume, il y a eu 3 semaines pour faire la fight card. Moi, j'ai eu 2 semaines parce qu'il ne trouvait pas d'adversaire. Voilà. Et moi, j'ai eu 2 semaines pour faire mon cutting de 10 kilos. Et... Voilà, 2 semaines. C'est-à-dire que, grosso modo, tu es toujours prêt pour la bagarre. Ouais, Guillaume il m'a demandé d'être toujours prêt, donc c'est mon boulot d'être toujours prêt. C'est ton boulot, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est un professionnel, c'est ton boulot. C'est-à-dire que tu n'es pas en mode, contrairement à d'autres, voilà, tu n'arrives pas comme ça. Ouais, non, j'essaie d'être prêt toujours. Après, c'est des sacrifices, c'est sûr, mais j'essaie toujours d'être prêt, moi. Bon, si on revient justement par rapport à ton style, par rapport à ce sacrifice que tu fais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu travailles forcément au point-pied, un minimum. Ouais. Tu combats forcément aussi en lutte, tu travailles forcément ta lutte et ta boxe. Ouais. Après, c'est une boxe adaptée vraiment bark knuckle. C'est-à-dire que autant mes sparring, je vais faire un peu en anglaise ou des fois même tourner en pied-point dans les prépas bark knuckle. Il y a juste vraiment, quand je fais de la palette, je mets pas de bande. Parce que, en fait, quand tu tapes le gars en bark knuckle, c'est pas pareil. Et quand j'ai commencé à l'accélérer et tout, en fait, je me suis dit, c'est comme une bagarre de rue. Tu vois. Alors, bark knuckle, on va simplement expliquer ce que c'est. Pour tous ceux qui kiffent la bagarre point nu, grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire que tu es dans un ring qui est très très petit. Très petit, ouais. 3 sur 5, grosso modo. C'est un 3-3, je crois. Ouais. C'est vraiment, tu fais 2 pas, tu arrives dans les corps. En plus, quand on est massif comme toi, face à un adversaire qui est identique, c'est-à-dire grosso modo, tu es forcément obligé d'aller au fight. Ouais, exactement. Il n'y a pas, tu me dis si je me trompe, il n'y a pas de coup de pied? Non, pas de coup de pied, pas de coude. Pas de coude. Pas de clinch. Pas de clinch. Juste des coups de poing. Et ouais, tout simplement. Voilà. Et sans gants. Sans mitaine. Ouais, sans mitaine. Ouais. Donc voilà, donc ça envoie du débit, donc il faut être préparé mentalement aussi d'ailleurs. Ouais, bah après tu sais que tu vas ramasser des coups. Pour l'instant, j'en ai pas encore pris, mais c'est vrai que. Donc là, c'est une vraie option de rester chez eux? Bah disons que c'est quelque chose qui me plaît, j'ai tenté l'expérience, ça me plaît, j'ai envie de recommencer. Et de toi à moi, sur le long terme, c'est vrai que ça paye plus que le MMA. Donc si je peux toujours combiner MMA et bark knuckle, parce que c'est les deux trucs que j'aime bien, moi il n'y a pas de problème. Tu vois. Donc grosso modo, peut-être chercher une ceinture chez eux là?
Bah, c'est le but, hein. Je vais aller chercher où il y en a une dès que possible. Hein. Parce qu'il te faut une ceinture. Sincèrement, aujourd'hui, quelqu'un. Parce que tu as une hype autour de toi, il faut dire la vérité, tu as une hype. Tu es suivi sur les réseaux, tu as un style. Et pas que physique. Encore une fois, tu as le style, c'est en tant que combattant et visuellement. Forcément, ça aide. C'est bankable. C'est important d'avoir un style. Parce qu'un mec qui finit ses combats au premier round, les gens ont envie de regarder. Si tu te fais chier quand tu vas voir le truc, tu as moins de spectateurs. Donc, ça, les orgas, elles en ont conscience de ça, tu vois. Et en plus, en effet, tu as aussi le look, ça aide aussi à vendre, c'est aussi vendeur. Donc, forcément, je pense qu'à un moment donné, il y a un orga qui va te dire viens chercher une petite ceinture. Après mon dernier combat en Barknagel, qui était mon premier, j'aurais dit donnez-moi le champion direct. Après, je sais pas où il est le champion, mais j'attends qu'il me donne la réponse. Mais est-ce qu'il va vouloir venir te voir? Après, s'il veut pas, j'irai quand même, je leur dirai trouvez-moi quelqu'un et je combats pour la ceinture, tu vois. Je vais vraiment les pousser jusqu'à temps qu'ils me la donnent. De toute façon, donc là, tu te dis, ouais, grosso modo, que le bare knuckle, grosso modo, c'est pas de la boxe. Dans le sens puriste, voilà. C'est pas les mêmes positions, voilà, le corps n'est pas tourné de la même façon, etc. Qu'est-ce qui change par rapport aussi au MMA? Est-ce qu'on retrouve les mêmes aptitudes par rapport au MMA, par rapport à ça? Ou est-ce que tu as changé quelque chose par rapport à ça ou pas du tout? Non, j'étais plus agressif en bare knuckle. Dès que je rentrais un peu dans son périmètre ou lui rentrait dans mon périmètre, je lui envoyais une accélération. C'est des accélérations que je travaille à l'entraînement, c'est pas des que je vais faire comme ça. Et à chaque fois, elles sont passées. Enfin, en soit j'en ai fait que 2 au dernier bare knuckle. Ça suffit? Et ça suffit, donc c'est ce que j'avais bossé à l'entraînement, donc je suis content. Le game plan a fonctionné. Alors, qu'est-ce que ça fait de taper un mec point nu? Parce qu'on a des gants, on a des sensations différentes. On sait, voilà, en anglaise et limitaine, c'est encore une sensation. Quand on est point nu, à part ceux qui ont déjà fait un peu de bagarre dans la rue, et dans la rue, on sait que c'est mal, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça fait comme sensation de. T'as rien senti de différence, t'as rien pour toi? Non, c'était cool, j'ai trouvé ça cool, j'ai pas eu mal aux mains donc ça va. Mais c'est vrai que ça fait un peu street, tu vois, c'est pas mal, mais ça reste quand même bien encadré, donc j'ai trouvé ça sympa. Parce que les dégâts peuvent être différents, très très rapides. T'en prends 2-3 dans le nez ou dans les arcades, ça saute direct. Clairement. Mais c'était une bonne sensation, j'ai bien aimé. Après, je sais pas lui, vu qu'il est parti par terre, mais moi j'ai bien aimé en tout cas. Il a peut-être été moins fan en effet. Il s'était fait les croisés en même temps en tombant KO, donc je pense que. Donc on peut espérer te revoir assez rapidement chez eux. Je les harcèle dans les poches, je leur lance des petits pics, donc j'espère qu'ils comprendront qu'il faut vite me donner un fight. Restez attentifs, vous allez bientôt le voir. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Bon, revenons à MMA. Forcément, j'ai envie de te voir combattre pour une ceinture au MMA, forcément. Alors moi, pourquoi je te vois à Arès? Pourquoi? Top 5 des organisations. KSW, ton contrat se finit, il n'y en a pas Cage Warrior, mais Cage Warrior, les Français ne sont pas top de chez top bien vus, donc voilà, c'est un petit souci par rapport à ça aussi. Arès, ça fait très bien. Le show, il est là, c'est en France. Tu connais Monsieur Lopez, tu connaissais Monsieur Sarfati, tu as été à MMA Factory un certain temps. Et en plus, chez les lourds en France, il n'y a pas 50 000 lourds. Et tu es super bankable. Donc forcément là, tu coches. Moi, je suis à Arès, je viens te voir. En plus, tu as une bonne relation avec eux. Est-ce que je suis dans le faux ou pas? Est-ce qu'il y a des pourparlers? Est-ce que possiblement, est-ce que tu peux en parler ou pas? Écoute, quand j'étais voir le premier Arès, j'avais dit à Guillaume le Bosnia qui m'intéressait, celui-là qui avait pris la ceinture en short notice, tu vois. Ce genre de profil qui est différent, mais qui est. En fait, ça reste un gros gabarit. C'est surtout pour ça. C'est pas un bagarreur du tout, mais c'est un gros gabarit, donc j'aurais voulu un peu dans mes dimensions, mais un peu différent quand même. Mis à part lui, c'est vrai que j'avais pas d'autres poids lourds qui m'intéressaient à Arès pour l'instant. Tu m'as dit que tu voulais taper Boulox. Boulox, c'est mon frangin, je peux pas. Je lui laisserai. Honnêtement, c'est vraiment le seul gars où on me dit tu prends la ceinture, ou c'est toi ou c'est Boulox, je le laisse à lui. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. C'est compliqué d'aller taper un pote. Ouais, en plus, comme le dernier combat, c'est quelqu'un que j'appréciais. Quand tu dois lui envoyer des coups ou des marteaux dans le front, c'est pas évident, tu vois. Bien sûr. Après, quand tu connais pas, tu t'en fous, tu lui casses la bouche, mais là, les potes, c'est différent. C'est toujours différent. Donc, il y a quand même une petite possibilité peut-être de te voir à Arès. Toute petite ou peut-être moyennement grande. Ouais, les gars, vous voyez, je cherche. S'il y a un truc intéressant, moi, que ce soit à Arès ou ailleurs, j'irai, tu vois. Hexagone, en France? Ça dépend après aussi des prix, mais du gars qu'on me dit, tu vois. Ça reste, tu vois, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est aussi une question d'argent. Maintenant, on me propose un fight intéressant à Arès, pour la ceinture? Directement? Ça te propose la ceinture directement. Tu irais ou pas?
tout dépend de l'adversaire, tu vois. Après, j'ai vu qu'ils avaient signé pas mal de gars, mais le poids lourd en question qui devait prendre 6 chefs, il a signé au KSW, donc je ne sais pas qui il pourrait mettre pour la ceinture, vu que le champion, il a fait les contenders où il va les faire. Donc s'il y a un poids lourd intéressant, ok. Bon, sinon, dans les médias, je préfère laisser la KT à Boulox. D'accord, ok. Bah, espérons en tout cas te voir en France, si c'est pas à Arès, autre part. Mais moi, je dis qu'on le verra à Arès. Un sujet en ce moment qui est très à la mode. Malheureusement, on parle du dopage en France. Alors, encore une fois, je ne parle pas avec ça parce que toi, voilà, tu as un passif par rapport à ça, tu as un passé. Mais simplement, voilà, en effet, quelque part, bizarrement, ça t'a servi d'avoir été, entre guillemets, chopé par la patrouille. Ça t'a permis d'avoir peut-être toute cette belle carrière à l'étranger que tu n'auras peut-être pas eu tout de suite, en tout cas. Ça t'a obligé d'aller combattre à l'étranger. Mais voilà, on ne va pas faire de langue de bois. Il y a beaucoup de gens qui se dopent. Il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas. En off, bien sûr, on ne va pas être sur tout le truc. Comment toi, tu vois ça, de ton regard, en étant passé par là? Comment tu vois, toi? Alors moi, je vais te poser vraiment une question. Allez, il y en a souvent qui le disent, par exemple, sur le cycliste, ils disent ouais, ils sont tous dopés. Donc celui qui gagne, c'est le meilleur finalement parce qu'ils sont tous dopés. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous dopés dans les MMA, attention, je ne suis pas en train de te dire ça. Mais quelque part, quel type de dopage? Est-ce que tous les dopages, est-ce que certains ne sont pas si graves que ça? Est-ce qu'ils sont tous, il faut leur dire tous non? C'est une question qui est provocante, hein, exprès. Je pense que c'est un sujet assez tabou et que les gens ne connaissent pas trop parce que je pense que pour beaucoup de gens, le dopage, c'est juste se mettre des picousses dans les fesses, t'as vu? Mais je vais casser le mythe, tu vas prendre du tramadol, dans certains endroits, c'est dopant. Tu vas fumer un joint avec tes copains 3 jours avant le combat, c'est dopage. Il y a tellement de trucs qui sont dopants en fait que pourtant des gars qui sont natifs de base et qui vont prendre un médicament trop fort ou peu importe, ça va être dopant. Donc c'est vrai que la liste des dopants est assez longue, mais je reste quand même persuadé qu'en France, c'est fort tabou et qu'il y a beaucoup d'hypocrites par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y en a énormément qui se dopent, en cachette forcément, et ils vont tirer sur les autres, t'as vu. Mais après, moi, c'est jamais un truc qui a été tabou, moi je m'en suis jamais caché. Non, tu l'as dit, tu vois. Donc maintenant, voilà, je crois que je fais partie des seuls qui en parlent ouvertement, mais après, je peux comprendre que les gens natifs, ils trouvent ça compliqué, mais ça se trouve, eux-mêmes, un jour, ils vont être pris pour dopage parce qu'ils auront pris un antidouleur trop fort ou une connerie, tu vois. Donc, ça, souvent, on l'ignore, c'est que, voilà, on n'est pas en train de dire que de stopper, c'est bien au contraire. Voilà. Après, je pense qu'il y a des conséquences pour le corps et surtout à long terme, et voilà, il faut éviter. Mais tu as raison, souvent, parfois, on peut prendre un médicament contre la toux, un sirop contre la toux, et on peut être chopé pour dopage. Exactement. Ça, c'est vrai aussi. Bêta-bloquant, amphétamine, il y a plein de trucs en fait qu'on ne penserait pas, mais c'est dans la liste de dopage. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand tu es athlète et que tu combats en France, parce que là en France, c'est beaucoup contrôlé avec la FLD. Ils font des contrôles d'inopénie chez toi, même 3 mois après le fight, comme moi j'ai eu. Donc il faut vraiment faire gaffe quand tu combats sur le sol français, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera un truc qui pourrait te freiner pour venir par exemple combattre en France? Parce qu'aujourd'hui on sait que tu as la nationalité, très bonne chose d'ailleurs d'avoir la nationalité. Pour ceux qui ont l'occasion d'en avoir, tu es aussi portugais. Tu combats donc pour le Portugal. Aujourd'hui si on te dit viens combattre en France pour l'organisation française, est-ce que tu te dis si je reviens, est-ce qu'ils ne vont pas me saouler, est-ce qu'ils ne vont pas venir me contrôler tous les jours? Moi, ce que je sais d'office, c'est que dès que je vais descendre de la cage, comme ça arrive au GFA, ils vont me faire pisser. Donc après avoir les conséquences qu'il y a derrière, déjà que là j'ai pris 4 ans de suspension en France, est-ce que la suspension, ils peuvent la pousser plus loin ou non? Est-ce que c'est un risque à prendre ou pas? Je sais pas, après ça va voir avec mon manager, tu vois. Parce que même si je prends rien là actuellement, comme j'ai déjà pu dire dans d'autres médias, ils savent retrouver des trucs que tu as pris il y a 1 an et demi. Donc que je le veuille ou non, je vais pisser, je vais être dedans. Donc c'est à réfléchir quand même. Et de par mon physique, ils me feront pisser en premier, ça c'est sûr. Donc à voir, tu vois, à voir. À moins que j'arrive à vite me sauver. Mais Bon, en tout cas, sur ces bonnes paroles, en tout cas, je suis très heureux de t'avoir reçu à la bagarre. De même. Continuez à le suivre. Franchement, c'est un gars en plus en or. Si vous le croisez dans la rue, allez le voir. Parce que j'ai déjà vu en dehors. Ouais. C'est vraiment, il dit bonjour à tout le monde, il serre la main, il prend des selfies, allez le voir. S'il est avec sa famille, allez pas le faire chier. Voilà, c'est vraiment un mec super. Il a aussi un gros cœur qu'il a des gros bras. Donc vraiment, c'est un mec super bien. N'hésitez pas à aller le voir, suivez-le sur les réseaux. On va remettre son petit Insta en lien. Et nous, on se dit bientôt sur nos vidéos, peu importe laquelle, mais suivez-nous. Et n'oubliez pas, la bagarre, oui, mais dans la rue, c'est mal. Merci Quentin. Merci à toi pour l'invite.